Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon privilège de continuer avec vous l'évolution de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Aujourd'hui on regarde ensemble, on initie ensemble mon top 50, c'est-à-dire les 10 jeux qui se retrouvent aux positions 50 jusqu'à 41, tous d'excellents jeux qui me font frissonner tellement j'ai hâte d'y rejouer. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Ok, on commence ça avec un jeu dont je vous ai parlé beaucoup sur la chaîne. Il s'agit du 7e continent qui est... On commence ça en force avec la position 50 Grand Austria Hotel, un jeu de 2015, 2 à 4 joueurs, durée approximative de 60 à 120 minutes, un jeu dont on ne présente plus les auteurs puisqu'ils ont un curriculum bien garni. Et Grand Austria Hotel est un jeu de draft de dés, c'est-à-dire qu'à notre tour, on va récupérer un dé et effectuer l'action de ce dé. Les joueurs vont récupérer des plateaux individuels tout de même assez imposants qui prennent de la place, sur lesquels on va retrouver des chambres d'hôtel qu'on pourra préparer et aussi une petite piste pour faire avancer notre marqueur. Ça représente en fait le nombre d'argent qu'on a sous la main. Il n'y a pas de jetons pour représenter l'argent. Et on aura aussi une salle à manger où les clients éventuels qu'on pourrait attirer pourront s'installer pour passer du bon temps devant une coupe de vin, un café et de la bonne bouffe. Donc la sélection de dés, le draft de dés dans ce jeu se fait d'une façon particulière. En fait, c'est le déroulement d'un tour, c'est un peu plus que de simplement ramasser un dé et effectuer son action, puisque dans une manche, on va récupérer 2 dés. Mais on ne les récupérera pas nécessairement l'un en arrière de l'autre. Donc, on va récupérer des tuiles selon le nombre de joueurs autour de la table. Par exemple, sur ma tuile, je pourrais avoir numéro 1 et numéro 6. Ça veut dire que je vais, à mon tour, drafter le premier dé de la manche parmi tous les joueurs, mais aussi le 6e. Donc, les autres joueurs auront eu l'occasion de sélectionner le dé numéro 2, 3, 4, 5 avant que ce soit à mon tour et qu'il y ait moins de dés disponibles. Et deux variables sont importantes lorsqu'on sélectionne un dé. Premièrement, sa valeur, puisque la valeur du dé va déterminer le type d'action qu'on va résoudre lorsqu'on récupère ce dé, mais aussi le nombre de dés disponibles dans la colonne. Donc, il y a une exception, mais pour 5 actions sur 6, plus il y aura de dés disponibles dans une colonne, plus l'action sera puissante ou intéressante. Donc, on peut évidemment aller récupérer des ressources, on peut préparer des chambres, on peut jouer des cartes d'ouvriers si on veut ou de majordome de notre main, on peut aller chercher de l'argent, on peut avancer sur la piste de l'empereur, on peut attirer des clients aussi dans notre hôtel en fait. Donc ici on voit un peu mieux le plateau individuel d'un joueur avec les différentes chambres, ce qu'elle rapporte. En haut ici, la petite tuile justement de sélection du dé. On a des tables qui sont disponibles pour attirer des clients avec la demande de ces clients et ce qu'on obtiendra en contrepartie. Une fois que les clients sont satisfaits, on va pouvoir les envoyer dans des chambres qu'on aura préalablement préparées, les retourner, toutes sortes de choses. Et une chose qui est intéressante, je ne sais pas si on le voit bien, en fait ici on voit les cartes justement d'ouvriers ou de majordome qu'on peut mettre en jeu pour nous donner des avantages passifs ou immédiats pendant la partie. Et il y a une piste qu'on voit un peu ici, qu'on voit un peu mieux peut-être juste là. Donc ça, c'est la piste de l'empereur. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va vouloir progresser rapidement sur cette piste-là, mais à la fin de certaines manches, on va reculer. Et selon l'emplacement où on se retrouve après avoir reculé sur la piste, on va récupérer les tuiles qui sont ici. Et si on est toujours assez en avance sur la piste, on va récupérer un bonus. Mais si on a trop reculé,
c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'aura pas assez progressé dans notre tour, eh bien, on va récupérer un malus. Alors, il y a ce genre de bras de fer-là qui a lieu pendant toute la partie, qui est bien intéressant. Vraiment un jeu génial. En position 49, on a Pulsar 2849, un jeu de 2017 pour 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. Je vous garantis que dans ce 60 à 90 minutes-là, il n'y a pas le temps nécessaire pour mettre le jeu en place. Il y a une tonne de composantes. Un jeu de Vladimir Suchy que j'aime beaucoup. C'est également un jeu de draft de dés avec une tonne d'action et de possibilités. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est la façon à chaque manche, à chaque tour où on va déterminer l'impact que le dé qu'on va récupérer aura immédiatement. Donc on va lancer les dés, on va les placer dans les différentes cases ici selon leur valeur, on va trouver le dé médian, le dé du centre, et on va regarder est-ce qu'il y a plus de dés à sa gauche ou à sa droite. Et on va déplacer le petit marqueur jaune soit à gauche ou à droite. Et selon si on récupère un dé qui est à gauche ou à droite du marqueur, eh bien, ça va nous faire soit progresser ou reculer sur la piste d'ordre de tour ou la piste technologie. Donc, avant même de résoudre quelconque action, on a cette réflexion-là à avoir, à savoir est-ce que je veux le dé pour son action ou je préfère en plus m'attarder à ce qui va se passer lorsque je vais récupérer le dé, est-ce que je vais progresser ou je vais reculer sur ces différentes pistes? Donc déjà là, ça c'est quelque chose à prendre en considération. Puis on n'a même pas encore parlé des différentes actions possibles. C'est un jeu à thématique sci-fi, exploration des différents systèmes solaires et galaxies de notre univers. Et on va récupérer 2 dés à notre tour, donc un potentiel de 2 actions, parfois 3 dans certaines circonstances si on réussit à les récupérer le puissant dé rouge. Et ce qu'on pourra faire, une tonne de choses, on peut déplacer notre petit vaisseau spatial dans l'univers. À chaque fois qu'on passe par-dessus une tuile de système solaire, on la retourne et on laisse un petit disque derrière pour dire qu'on l'a découvert. Mais si on décide d'arrêter notre vaisseau spatial sur ce système solaire, on a l'occasion d'aller explorer une planète habitable, ce qui peut nous donner les bonus indiqués sur la tuile. On peut également prendre possession des pulsars qui sont des sources d'énergie très puissants et on va pouvoir y installer des girondes qui vont générer pour nous des ressources ou des points de victoire à chaque tour si on y a installé notre gironde. On a également des améliorations, des technologies. On peut bâtir un petit vaisseau également qui va être généré grâce à l'activation de nos dés, une résolution d'action en rafale si on veut. Il y a des personnages également qu'on peut aller recruter. Il y a une tonne de choses qu'on peut prendre en considération. Puis dans chaque partie, on peut prendre une avenue différente. À chaque fois que je joue à Pulsar, je me dis, OK, pour cette partie-là, je me concentre sur l'exploration spatiale. OK, pour cette partie-là, sur les technologies. OK, pour cette partie-là, sur la construction de mon petit vaisseau. Vraiment génial comme jeu. En position 48, on a Orléans, un jeu de 2014 pour 2 à 4 joueurs, un jeu de 90 minutes, un jeu de Rainer Stockhausen. Et si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'en ai parlé de Orléans. Je l'ai vanté pendant très longtemps, pendant les 2 ou sinon peut-être même 3 premières années de la chaîne, je disais que ce jeu-là se retrouvait dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète. J'en ai même parlé il y a très longtemps comme étant mon jeu préféré. Bon, là maintenant, en date d'aujourd'hui, au mois d'octobre 2021, je le classe en 40, on est rendu à quoi? 47e position? 48e, je crois? 48e position. Alors, c'est un jeu de bag building. Donc, on va construire un sac avec des ouvriers. On va commencer la partie avec un certain nombre et certains types d'ouvriers dans notre sac. Et à notre tour, on va piocher des jetons qui représentent les types de personnages de notre sac et on va les installer sur notre petit espace de marché, là, si on veut, sur le bas de notre plateau, ici.
Et le nombre de jetons qu'on va piocher va être influencé par notre avancement sur l'une des différentes pistes. La piste des chevaliers, c'est la piste qui nous dicte combien de jetons on peut piocher de notre sac. Donc, plus on pioche de jetons, plus on a techniquement de possibilités. Et lorsqu'on va récupérer ces jetons, on va pouvoir les déployer sur notre plateau individuel qui est divisé en différents lieux et différentes actions. Donc, par exemple, si on veut se déplacer par la route, on doit placer un fermier, un noble, et ici, là, c'est un moine. Donc, les moines, ce sont des frimes qui peuvent remplacer n'importe quel type de personnage. Donc, voilà, mes emplacements sont pleins. Donc, une fois arrivé à la phase de résolution des actions, eh bien, je pourrais effectuer l'une d'entre elles. Je pourrais déplacer mon personnage pour progresser sur cette carte qui va me permettre différentes choses, non seulement d'aller récupérer des ressources qui valent des points ultimement, mais aussi déployer des petits comptoirs de traite comme ceci, qui peuvent également me donner des points en majorité en fin de partie pour récupérer tout ça, l'influence de certains citoyens. Mais les pistes peuvent nous donner différents avantages. On peut avoir des avancements sur la piste de bibliothèque, on peut avoir des revenus supplémentaires, on peut construire des bâtiments aussi qui vont s'ajouter à notre petit plateau individuel qui est le même pour chaque joueur, mais en ajoutant des tuiles, on va pouvoir le personnaliser, l'améliorer, se donner des nouvelles options. On a des tuiles également d'automatisation qui vont nous permettre, comme ici ces petites roulettes, qui vont nous permettre d'automatiser l'activation de certaines actions, ou du moins de les rendre plus accessibles. On aura moins besoin d'envoyer de personnages pour effectuer ces actions. Et lorsqu'on a terminé un tour et qu'on a terminé nos actions, eh bien on reprend tous nos petits jetons et on les remet dans notre sac. Donc, c'est possible dans Orléans que vous achetiez parce qu'on va évidemment acheter là, ces ouvriers plus puissants et ils vont s'ajouter à notre sac. Mais c'est possible que pendant une partie, vous achetiez des moines parce que les moines sont des frimes, mais que même si vous avez 3 moines dans votre sac, eh bien c'est possible que vous ne les voyez pas sortir aussi souvent que vous le voudriez. C'est pourquoi on a ici l'hôtel de ville où on peut aller se débarrasser de certains de nos ouvriers qu'on a dans notre sac, ceux qu'on ne veut plus voir en fin de partie, pour essayer justement de trimer un peu ce qui se retrouve dans notre bag et dans notre sac. Alors vraiment un excellent jeu encore une fois. Mais selon moi, un jeu qui est un tantinet meilleur, c'est Altiplano, un jeu de 2017, un jeu pour 2 à 5 joueurs, de 60 à 120 minutes, un jeu également de Rainer Stockhausen, également un jeu de bag building, donc on retrouvera énormément de parallèles entre Orléans et Altiplano. Et je place Altiplano une position plus haute que Orléans, simplement pour la bonne raison que jeu de base à jeu de base, je dirais que je préfère Altiplano pour 2 raisons. Je vais y revenir dans quelques instants. J'ai fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Altiplano versus Orléans. Et donc, je vais vous parler de ça. Donc, Altiplano, premièrement, c'est un jeu de bag building également. On va aller récupérer des petits jetons qui vont s'ajouter dans notre sac. Et à notre tour, on va également piocher un certain nombre de jetons de notre sac et ce sera nos opportunités pour le tour, tout simplement. Mais les petites twists intéressantes, je trouve. Premièrement, c'est que, comme dans Orléans, on a un aspect de déplacer un ouvrier ou un personnage. Dans Orléans, c'est pour déployer des comptoirs de traite et pour récupérer des ressources. Alors que ici, pour résoudre une action, notre ouvrier, notre personnage doit se trouver dans le lieu où l'action peut être résolue. Donc, on a des actions qui peuvent être résolues seulement près de l'étang, au village, près du sentier, à la ferme. Donc, on aura une action qui va nous permettre de nous déplacer d'un à trois lieux à partir de notre emplacement, de la gauche ou vers la droite. Et on doit donc déplacer notre personnage vers le lieu où par la suite on désire faire l'action. Ou alors on désire faire des actions dans le lieu où on se retrouve,
ensuite se déplacer et faire les autres actions dans le nouveau lieu où on se retrouve. Et on voit justement un peu plus loin notre petit plateau individuel. Donc à partir de maintenant, les actions ne peuvent plus se résoudre n'importe quand sur mon plateau. En fait, mon plateau devient une espèce de planification de ce que je veux faire et je dois me rendre dans le lieu, par exemple ici la fermette des lamas, je dois me rendre dans le lieu en utilisant ma charrette, mon déplacement. Ensuite, je vais enlever mes jetons qui sont ici et ça va générer des ressources qui vont s'ajouter à mon sac. Ou ici, par exemple, à la montagne, on a mis un caillou et de la nourriture. Et donc là, on va voir que ça va générer du diamant. Alors le diamant, c'est une ressource qui peut être utilisée pour la réalisation de certains objectifs, mais c'est également une ressource qui peut être utilisée pour générer beaucoup d'argent. Alors, à quel moment est-ce qu'on va décider de se débarrasser du diamant pour réussir notre objectif versus l'utiliser plusieurs fois pour essayer de générer des pièces de monnaie? Donc, beaucoup d'actions différentes selon le lieu où on se retrouve. Mais la twist, selon moi, la plus intéressante dans Altiplano, c'est qu'à la fin de notre tour, lorsqu'on a fini toutes nos actions, les jetons ne retournent pas dans notre sac. Nos jetons vont retourner dans un petit bac comme ceci, qui est notre défausse. Et ceux-ci vont revenir dans notre sac uniquement lorsqu'on ne pourra plus rien piocher. Alors, on est certain à notre tour, ou du moins dans la partie, de voir tous nos jetons sortir au moins une fois. Les jetons très puissants qu'on récupère, eh bien, c'est certain qu'ils vont apparaître à un moment donné, élément qui n'était pas le cas dans Orléans. Mais comme je disais, jeu de base à jeu de base, je préfère Altiplano. Position 46, Millennium Blades, un jeu de 2016, 2 à 5 joueurs, durée de 80 à 120 minutes, même un peu plus que ça en réalité. Un jeu de D. Brad Talton Jr. C'est un jeu, un CCG Simulator, un simulateur de jeu de cartes à collectionner. Un peu dans le même style que les jeux de cartes comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, mais ici on est dans le metagame. Donc il y a une partie du jeu, une première partie, où, je ne sais pas si j'ai une photo de ça, ouais, ça ressemble un peu à ça. Il y a une première partie où tous les joueurs, ça c'est une phase qui est simultanée, devront utiliser leur argent pour aller acheter des boosters de cartes. Donc aller chercher des cartes au magasin local ou faire des commandes, on peut faire des échanges également, on peut mettre des cartes à vendre, on peut acheter les cartes que les autres joueurs ont mis à vendre, mais tout ça, ça se fait simultanément. Donc, je peux décider de flober mon argent très rapidement, aller chercher des boosters que je crois avoir besoin, mais la petite twist, c'est que la carte que j'achète, eh bien, je ne la connais pas. Hein. C'est comme dans n'importe quel jeu de cartes à collectionner. On achète un booster, on ouvre le booster dans lequel il y a une quinzaine de cartes et à l'intérieur, il y a normalement une carte rare. Donc, la carte que je vais récupérer, elle représente la carte rare de mon booster. Et même si je ne la connais pas lorsque je l'achète, sur son endos, on voit les possibilités. On voit donc, bon alors, dans ce booster-là, il est possible que tu récupères des cartes avec le trait animal, guerrier, ange. Donc, si je veux me faire un deck avec beaucoup d'animaux, je vais peut-être, ou ça peut être les éléments aussi. Donc, selon ma stratégie, je peux essayer de viser certains decks. Et ça, c'est simultané. De mémoire, c'est une phase qui dure 7 minutes. 7 minutes intense, parce qu'on va aller chercher plein de cartes et on veut essayer de visualiser les combos que ces cartes-là vont avoir ensemble. Il y a des objectifs aussi qui vont être dévoilés, qui vont nous dire, OK, pour la compétition qui s'en vient, les cartes de type parchemin vont avoir un avantage. Donc là, OK, est-ce que je me concentre là-dessus ou non? Vraiment, vraiment intéressant. Mais là, ce n'est pas tout, parce que après ça, une fois qu'on a terminé la phase simultanée,
on doit bâtir notre deck. Donc, on ramasse toutes les cartes qu'on a achetées et là, on décide. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'amène avec moi au tournoi? Est-ce qu'il y a des combos, des synergies entre mes cartes? Qu'est-ce que je vais mettre de côté? Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Une fois que tout le monde a fabriqué, a construit son deck, eh bien là, on y va avec le tournoi où on ne va pas nécessairement s'affronter en un contre un. Il y a quelques cartes, oui, qui vont interagir avec les autres joueurs, qui peuvent leur nuire, mais grosso modo, ce qu'on veut faire, c'est des combos avec nos propres cartes pour générer beaucoup de points. Et le gagnant du tournoi va être tout simplement le joueur avec le plus de points. On a des accessoires qu'on peut amener, des deck box aussi. Les cartes peuvent vraiment interagir de façon intéressante et de différentes façons entre elles. Il y a des centaines et des centaines de cartes dans ce jeu. Je crois qu'on dépasse les 1000 cartes. Plusieurs boosters différents. On ne les utilise pas tous d'une partie à l'autre. Une rejouabilité incroyable, c'est un jeu délicieux. J'encourage n'importe qui a l'intérêt pour ce jeu à essayer au moins une fois dans sa vie. Toute une expérience. Position 45, Tzolk'in, le calendrier Maya, un vieux jeu de 2012. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes. Et c'est le duo Luciani-Tacchini, qui n'ont plus besoin de présentation, qui nous offre ce petit bijou. Vraiment un jeu exceptionnel. Un jeu de placement et de déplacement d'ouvriers. Donc, à notre tour, on a 2 actions possibles. C'est assez simple. On place des ouvriers ou on retire des ouvriers. Lorsqu'on place des ouvriers, on va avoir des coûts à payer selon l'emplacement où ils vont se retrouver sur les différentes roues qui représentent le plateau principal. On a 5 différentes roues. Chaque roue est associée à un secteur du plateau. On a la roue ici qui est associée à l'agriculture ou principalement aux ressources de base. La roue ici qui est plus pour les ressources avancées. Ici qui est pour la construction de bâtiments, pour les avantages commerciaux, pour l'utilisation des artefacts. Alors, chaque roue a vraiment une spécialité, entre guillemets, mais chaque roue va également nous offrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions différentes, ou même plus ou moins là, selon certaines roues. Donc, à votre tour, vous prenez l'un de vos ouvriers, qui est un petit cylindre, et on va le placer dans le premier emplacement disponible d'une roue. Donc, dans le cas de la roue juste ici, on viendrait le placer dans l'emplacement du bord ici, qui ne coûte rien. Mais s'il y avait déjà un ouvrier à cet endroit, on le placerait dans le prochain emplacement disponible qui lui coûte un maïs, et ainsi de suite. Et à la fin d'un tour, parce que dans notre tour, on peut décider de placer plusieurs ouvriers, mais plus on en place, plus ça coûtera cher à cause, oui, de ce qui nous est demandé, mais en plus, on aura des coûts supplémentaires si on désire placer plus d'un ouvrier pendant notre tour, ce qui est un bon investissement tout de même, parce qu'à la fin de notre tour, lorsque notre action est résolue, on va tourner la grande roue centrale d'un cran, ce qui va, grâce aux engrenages, faire progresser toutes les roues d'un emplacement. Et on va faire ça à chaque fois qu'un joueur effectue une action. Donc, nos ouvriers vont progresser tranquillement, mais très rapidement en même temps, sur ces roues. Et éventuellement, vous aurez tout intérêt à retirer certains de vos ouvriers parce que c'est seulement lorsqu'on retire l'ouvrier qu'on effectue son action. Et plus les ouvriers progressent sur ces roues, plus les actions sont fortes. Donc, il y a tout l'aspect d'équilibre et d'investissement d'une ressource qui est impalpable, qui est le temps. Alors, on place des ouvriers et après ça, on essaie de gagner du temps, on essaie de faire autre chose pour que nos ouvriers progressent sur les roues pour qu'ensuite on puisse les retirer. Et ça, c'est vraiment génial, le fait que le temps est une ressource, mais
mais pas... il y a des jeux, des fois, qui utilisent le temps comme une ressource grâce à des sabliers ou grâce à des petits jetons qui représentent du temps, des horloges ou des sabliers, justement. Ici, c'est vraiment une progression physique, c'est une ressource, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui est crucial dans le jeu, cet aspect-là. Je trouve que c'est tellement bien intégré dans la thématique puis dans la mécanique du jeu. Il y a une tonne de choses à faire, les technologies aussi, les bâtiments qu'on va pouvoir construire, les pistes de Dieu, les conséquences aussi parce qu'on doit nourrir nos ouvriers 2 fois durant la partie. Vraiment un excellent jeu. Position 44, Tapestry, un jeu de 2019, 1 à 5 joueurs, environ 90 à 120 minutes, un jeu de Jamie Stegmaier, Stonemaier Games. Alors un jeu à thématique de civilisation, avec beaucoup de composantes. Et là, souvent dans les jeux que je vous présente, en utilisant des images de Board Game Geek, on voit des composantes qui ont été améliorées, qui ne se retrouvent pas dans le jeu de base. Ici, je crois que tout ce qu'on va voir, ce sont les composantes du jeu de base. Donc le jeu vient vraiment avec ces composantes-là. Une information qui est pertinente à savoir. Donc ici, on a le plateau principal et c'est un jeu dans lequel on peut faire différentes actions. Mais essentiellement, c'est très très simple. À votre tour, vous allez choisir l'une des 4 pistes autour de la table. On a la piste scientifique, on a la piste militaire, la piste technologique et la piste d'exploration. Et vous allez prendre votre cube de votre couleur et le faire progresser d'un emplacement sur cette piste. On va payer le coût de la braguette dans laquelle notre cube termine sa course. Donc ici, une ressource de n'importe quel type. Et ensuite, on va effectuer l'action de l'emplacement où on se retrouve. Donc, par exemple, ici, le cube bleu a la possibilité de lancer le dé scientifique ou a l'opportunité de construire une petite cabane grise. Et plus on va avancer sur ces pistes, plus on va se spécialiser et plus les actions seront fortes. Et évidemment, puisque c'est un jeu à thématique de civilisation, ben, si on progresse sur la piste d'exploration, les premières actions possibles, ça va être « Oh, bravo, tu viens de découvrir que tu peux attacher des rondins ensemble pour faire un radeau. » Et là, ça va progresser comme ça jusqu'à, dans les dernières époques, l'exploration spatiale, la vie sur d'autres planètes, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Alors ça, c'est intéressant, c'est thématique tout de même. Et donc, chacune des pistes va nous offrir quelque chose de différent. On aura aussi un plateau, 2 ou même 3 plateaux individuels, un plateau où on va pouvoir construire les bâtiments. Alors, comme je vous le disais, ça, c'est des bâtiments pré-peints qui arrivent directement comme ça dans le jeu de base. Donc, on va pouvoir construire ces bâtiments. Il y en a des plus petits aussi qui sont sur notre plateau personnel qu'on voit juste ici. Ça, c'en est pas un. Donc, ça, c'est toutes des landmarks, les bâtiments spéciaux. Et notre plateau individuel va justement pouvoir s'améliorer. Lorsqu'on retire des petits bâtiments de production, on va débloquer la production qui se retrouve sous ces bâtiments-ci, une espèce de revenu qui va être généré à chaque tour. Et aussi, au début de chaque ère, on va placer une carte sur notre plateau qui va nous donner un pouvoir ou une opportunité pour toutes les tours qu'on va jouer dans cette ère-là. L'aspect d'exploration, donc on va pouvoir mettre des tuiles pour découvrir des nouveaux territoires, on va pouvoir en prendre possession, on va pouvoir également développer des technologies qui vont nous donner accès à des bâtiments spéciaux ou tout simplement des occasions de faire des points en fin de partie. Selon la progression que ces technologies ont, parce qu'au début, elles commencent comme tout simplement sous forme d'idées. Par la suite, on les fait progresser sous forme de prototypes et ensuite, on a réalisé donc l'invention qu'on avait en tête au départ. Il y a un aspect militaire, donc de contrôle de territoire aussi qui peuvent nous rapporter des avantages, mais des points également en fin de partie. Et il y a aussi l'aspect asymétrique des peuples, des civilisations. Au début de chaque partie, on va recevoir un plateau civilisation qui va nous offrir une espèce de mini-jeu, des règles qui s'appliquent uniquement à nous, des nouvelles actions ou des nouvelles opportunités ou limitations quant aux règles. Alors Tapestry, un jeu que j'apprécie énormément
Il n'y a pas des tonnes de jeux coopératifs dans mon top 100, mais je dois maintenant vous parler de Aeon's End War Eternal, un jeu de 2017, 1 à 4 joueurs, un jeu d'une durée d'environ 60 minutes, plutôt réaliste, tout dépendant du temps de communication qui sera nécessaire entre les joueurs pour arriver à vos fins. C'est un jeu de deck building co-op. Vraiment, vraiment génial. Et ça, c'est la version de 2017. Je n'ai jamais joué à Aeon's End, le jeu de base, la première édition. J'ai War Eternal, c'est pour ça que je l'intègre ici, mais probablement que le jeu de base Aeon's End est aussi bon. On a juste intégré là, des nouveaux effets, des nouvelles cartes. C'est tout. Donc, Aeon's End, j'ai envie de jouer. Je vois ça et j'ai envie d'y jouer. C'est sûr que je fais une partie cette semaine. En solo, je m'en fous, c'est sûr que je joue à ça. Excellent jeu solo en passant. Alors, dans Aeon's End, on va incarner des personnages qui sont des mages. Et on va devoir affronter des grosses bibites, des grosses créatures qui sortent tout droit des méandres de l'univers, là, je ne sais pas trop d'où ils sortent exactement, et qui vont avoir des effets différents. Donc les créatures qu'on va affronter sont très asymétriques, ils vont avoir des points de vie différents, vont avoir des capacités différentes, des conditions pour les vaincre qui seront différentes, des règles additionnelles lorsqu'on fait telle action ou lorsque telle créature apparaît, il y a ça qui va se passer. Donc des défis différents selon la créature, le némésis que vous allez affronter. Mais non seulement allez-vous devoir essayer de terrasser une créature, en plus vous allez devoir essayer de défendre Gravehold. Gravehold qui est votre ville natale ou le dernier bastion de l'humanité. Vous devrez donc défendre la ville, vous défendre vous-même, puisque vous êtes des combattants sur le champ de bataille, mais en plus, essayer de toucher le Némésis, qui va faire beaucoup de dégâts, mais en plus, essayer de limiter ces sbires qui vont déferler partout pour essayer de vous attaquer et d'attaquer la cité. Alors, c'est un jeu de deck building. Selon le personnage que vous allez incarner, vous allez avoir accès à une main de départ, mais aussi à des brèches. Alors, les brèches, on les voit ici, ce sont des tuiles qui commence la partie soit ouverte, comme celle qu'on ne voit presque pas à gauche, dans laquelle vous allez pouvoir jouer vos sortilèges d'attaque. Boules de feu, on en voyait ici là, quelques-unes. Alors, ça c'est des sortilèges principalement, là, mais bref, des attaques pour infliger des points de dégâts, soit au Némésis ou aux créatures qui se retrouvent devant lui. Et en cours de partie, une tonne de choses qu'on peut faire. On peut débloquer des petits... comment ça s'appelle ces choses-là, des focus ou des... je me souviens pas exactement, mais bref, c'est des opportunités d'utiliser notre super pouvoir. On peut aussi ouvrir des brèches tranquillement, pas vite, pour nous donner plus de stabilité dans les sortilèges qu'on va jouer. Il y a des cartes également qui vont nous donner des gemmes. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir les utiliser pour aller recruter des nouvelles cartes parmi le marché qui vont s'ajouter à notre défausse. Et ce qui est particulier et ce qui est brillant à la fois dans Aeon's End, c'est que notre paquet de cartes, c'est un deck building, on ne le mélange jamais. Donc, il y a une importance cruciale avec l'ordre dans lequel on défausse nos cartes. Parce que une fois que notre pioche est vide, on va prendre notre défausse et on va tout simplement la flipper, on va la retourner. Donc, les cartes que j'ai défaussées en premier, je vais également les piocher en premier. Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en considération. L'ordre dans lequel on défausse nos cartes, c'est également l'ordre dans lequel on va les repiocher plus tard. Également l'ordre dans lequel on achète les nouvelles cartes et qu'on les ajoute à notre paquet. Beaucoup de communication nécessaire, tout un défi. Aeon's End, génial. Mais un jeu un brin meilleur que Aeon's End War Eternal, c'est Aeon's End Legacy, un jeu de 2019, 1 à 4 joueurs. Les scénarios vous prendront entre 45 et 90 minutes. C'est plutôt réaliste. On se retrouve dans le même univers, Aeon's End, mais ici, on a l'aspect Legacy qui est vraiment bien rendu. Alors, on aura en début de scénario un personnage à choisir, un mage. Mais cette fois-ci, c'est un mage qui n'a accès à presque rien. Donc, pas de super pouvoir, pas d'habilité particulière. Les
les brèches avec lesquelles on commence vont être sensiblement les mêmes, la main de départ aussi d'un personnage à l'autre, mais on pourra personnaliser notre personnage en cours de campagne. On aura des autocollants, on aura parfois le devoir d'écrire sur nos éléments de jeu. Alors c'est quelque chose que vous devez savoir tout de même. Ce ne sont pas des autocollants qui se retirent, quoique je crois qu'il existe un Restart Pack pour recommencer une campagne. Et donc, bon, j'essaie de ne pas vous spoiler quoi que ce soit, mais dès les premiers scénarios, évidemment, on va débloquer des choses comme des cartes qui vont pouvoir s'ajouter à notre main de départ. On va pouvoir leur donner des noms même, alors ça peut être très thématique, ça peut être juste drôle aussi. Alors on voit ici que le personnage qui incarne l'archer a décidé d'ajouter à sa main de départ Bow of Doom. Donc il aura cette carte maintenant au début de chaque partie. On voit qu'il a donné un nom à son personnage et il y a toutes sortes d'améliorations qui vont pouvoir être apposées sur votre plateau à la fin de certains chapitres. Et il y a des opportunités qu'on ne verra pas aussi selon ce qui s'est passé dans les scénarios. Je crois qu'il y a un total de 7 scénarios dans le jeu. Et ces scénarios viennent évidemment dans différents éléments qui sont scellés. Donc ici, on voit des paquets de cartes qui vont s'ajouter d'un scénario à l'autre selon le némésis qu'on va affronter, mais aussi des cartes qui vont changer le marché, des nouvelles opportunités, des composantes secrètes également aussi. Si vous n'avez jamais joué à Aeon Zen Legacy, commencez par ça, commencez par Aeon Zen Legacy. Le premier scénario, vous allez le trouver un peu simple si vous avez joué à Aeon Zen avant, parce que justement, on n'a pas les focus. Ça, on va les débloquer en cours de campagne. Mais donc ici, on voit les chapitres qui sont dans des petites enveloppes vraiment bien faites et tout ce qu'on a besoin par rapport aux chapitres est à l'intérieur. Ce ne sont pas juste des affrontements les uns en arrière de l'autre, il y a une histoire qui est très bien ficelée aussi, qui est enlevante, qui est prenante. On aura des choix à faire aussi qui seront très intéressants. Alors, Aeon Zen Legacy, honnêtement, c'est un excellent jeu Legacy, un excellent jeu co-op, super satisfaisant. Mais si je vous parle de jeu Legacy, je dois vous parler de mon jeu Legacy préféré. En position 41, c'est Clank Legacy Acquisitions Incorporated, un jeu de 2019. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, malheureusement pas possible d'y jouer en solo. 90 à 120 minutes, vous pourriez jouer en solo là, en simulant 2 personnages, en alternant les tours. Ça serait tout à fait faisable et très satisfaisant quand même. Là. C'est juste que ici, c'est pas un jeu co-op, c'est un jeu compétitif. Quoique, en tout cas, je vous laisse découvrir certains aspects du jeu. C'est vraiment, vraiment génial, Clank Legacy. Et là, j'ai essayé de trouver des photos qui vous spoilent le moins possible parce qu'il y a une tonne. C'est hallucinant. C'est complètement fou le nombre de choses qu'on peut débloquer dans ce jeu. Et dans la campagne que j'ai fait à 2 joueurs, il y a plein de choses qu'on n'a pas débloquées. Il y a des choix aussi qu'on a à faire, des quêtes qui vont nous être offertes. Je suis en train de m'emballer là. Ok, je reviens à l'essentiel. Clank, le jeu de base, c'est un jeu de deck building où on va avoir un plateau et on va progresser dans un donjon, on va aller de plus en plus creux. Ultimement, ce qu'on veut faire, c'est d'aller récupérer des artefacts, les voler à un gros dragon et remonter à la surface en vie avant que le dragon nous bouffe, avant de mourir. Dans Clank Legacy, c'est un peu le même principe. On veut aussi trouver des artefacts puissants. Il y a aussi une espèce de dragon, si on veut, qui peut nous attaquer, qui peut nous dévorer si on prend trop notre temps, si on ne revient pas à la surface assez rapidement. Sauf qu'ici, on n'est pas nécessairement en train d'explorer un donjon. En fait, on a un plateau principal qui va être recto-verso, donc 2 cartes possibles. On en a une, je vais commencer par celle-là, je ne vous parlerai pas de l'autre. On en a une qui représente tout simplement un territoire. Donc, on ne va pas aller de plus en plus creux, on va juste aller de plus en plus au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et ce territoire va avoir des zones qui sont inexplorées parce qu'en cours de scénario, en cours de campagne, vous aurez l'opportunité, si vous désirez vous y rendre et résoudre certains événements, s'ils sont résolvables à ce moment, vous allez pouvoir faire apparaître de nouveaux lieux et la carte va se développer comme ça selon les choix que vous allez faire, selon le timing avec lequel vous allez décider de résoudre ces événements aussi.
L'aspect legacy du jeu, on a des autocollants à placer, on a des cartes à déchirer ou à mettre dans des petits sacs de plastique, là, c'est vous qui décidez ultimement. On aura beaucoup là, de choses à inscrire dessus, des cartes à personnaliser et l'humour dans ce jeu, c'est tellement le plus gros point fort. Moi, j'y ai joué à la version anglaise, là, la version française est disponible, je crois, mais c'est drôle et l'histoire est prenante. Les choix sont intéressants, il y a de l'interaction non seulement dans le jeu, mais aussi dans les décisions et dans l'aspect narratif. C'est vraiment, vraiment génial. Je m'attendais à apprécier Clank Legacy, parce que Clank, le jeu de base, figure pas dans mon top 100. Je trouve que le jeu est bien, mais Clank Legacy, on amène ça à 10 niveaux plus haut. C'est possible, j'ai oublié de le mentionner avec Aeon Zen Legacy. Aeon Zen Legacy, c'est possible de continuer à jouer avec nos éléments qu'on aura débloqués après la campagne. C'est la même chose avec Clank Legacy aussi. Après la campagne, on peut décider de continuer à jouer avec les éléments qu'on a débloqués. Mais vraiment, le Clank Legacy, c'est mon jeu Legacy préféré. Je crois que je suis presque sûr là, que dans toutes les positions, le top 40 jusqu'à ma position numéro 1, il n'y aura pas d'autre jeu Legacy qui surpasse celui-ci. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui des jeux en position 50 jusqu'à 41. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous et moi, on est rendu à combien de jeux en commun? Est-ce qu'on a dépassé Vince? Est-ce qu'on a dépassé Sylvain? Je me croise les doigts. Il reste encore plusieurs jeux à parler. Donc considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la suite de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!